Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer à lire le livre de nouveaux contes du Limousin. Et donc on va lire aujourd'hui 3 histoires, l'une qui s'appelle La séduction de la tentation, deuxième La sorcière et les loups, et enfin la troisième, Le cheval noir du duc de Choiseul. Donc commençons par La séduction de la tentation. Il fut un temps si lointain que les hommes ont presque tous oublié. Oubliez aussi ce magnifique palais qu'une fée érigea en ces lieux mystérieux. Pourquoi avait-elle jeté son dévolu sur cette lande désolée? Sans doute parce qu'elle s'y sentait bien et heureuse de pouvoir contempler le soleil parcourant l'horizon, les étoiles émaillant les ciels d'été. Cette fée avait établi, grâce à des sortilèges connus d'elle seule, une demeure d'une beauté incroyable. Les crénellages étaient de serpentine d'un vert foncé veiné de noir et le toit de cristal. À l'intérieur, tout était transparent et nimbé d'éclats de lumière, même par temps gris. Cette résidence était si irréelle qu'un jour, un enchanteur en visite en fut rendu jaloux. L'ensorceleur se mit en tête de corrompre la fée. Tout d'abord, il lui fit miroiter ses charmes, étant fort beau garçon, bien que son cœur fût noir comme la suie. Par la suite, pour gagner sa confiance, il lui montra un coffret, prétextant que tout son passé était dans cette simple boîte. Là était l'unique faiblesse de la belle magicienne, ne pas savoir qui elle était ni d'où elle venait. Tous ses amis la prièrent de se méfier, rien n'y fit, et une nuit, elle suivit l'enchanteur au cœur de la lande. Il lui fit boire un philtre. Elle perdit la raison. Il s'allongea près d'elle. Elle sentit ses yeux se fermer irrésistiblement. Il lui prit la main. Sans qu'elle ne puisse s'y opposer, il lui vola son palais. Un instant plus tard, la pierre de serpentine se mit à noircir. Le cristal du toit s'opacifia, puis se ternit. Enfin, les éclats de lumière s'éteignirent à jamais. De rage, l'enchanteur lança un sort dont l'effet souffla les murs et les plafonds, les tours et les jardins. Quant à la fée, elle devint bergère de blancs moutons pour tenter d'oublier la noirceur de certaines âmes, et vécut longtemps dans une simple masure, non loin de là. C'est ainsi que désormais on peut apercevoir, en marchant sur la lande de Saint-Laurent, des pierres de serpentine aux grands verts et noirs. Parfois aussi, les soirs de grand vent, une chanson triste s'élève. Je crois bien que c'est la fée qui berce ses moutons. C'est beau, mais c'est triste. On passe à l'histoire suivante qui s'appelle La sorcière et les loups. En des temps très anciens, il advint ici une bien curieuse histoire. C'était durant la lune rousse, sur le sommet du petit mont qui surplombe la vallée de la Couze. Je me rappelle encore les paroles de mon arrière-grand-père qui tenaient cette légende de son arrière-grand-mère. Le père Jean et sa femme Jeannette avaient un fils qui se prénommait Jantou. La famille rêvait de construire un moulin sur les bords de la rivière et pour ce faire avait acquis le terrain nécessaire après moult économies. L'endroit était resté jusqu'alors inoccupé en raison des énormes rochers qui jonchaient un peu partout le sol. Espérer aménager de tels lieux relevait d'un travail de titan et dans le village, nombreux étaient ceux qui criaient à la folie de l'entreprise. Personne ne s'était dévoué pour aider la famille. Et du matin au soir, parfois du soir au matin, Jean, Jeannette et le Jantou tapaient, frappaient, sans relâche, avec une simple masse, les imposants blocs de pierre. De temps en autre, ils parvenaient à détacher une écaille, un fragment, mais rien de plus qu'un pauvre et minuscule éclat. Cela ne pouvait plus durer. Il fallait trouver une autre solution. Le fils de la maison n'hésita pas plus longtemps. Jantou savait que tout en haut du mont vivait une inconnue, une femme étrange que tous fuyaient, car on la disait sorcière, commerçant avec le diable au temps de sa main. Le soir venu, le jeune homme sortit sans bruit de la masure que son père avait bâtie de briques et de brocs,
Une pleine lune éclairait le chemin. Prenait son courage à deux mains. Gentou se mit en route. Parvenu au sommet du mont, il ne tarda pas à rencontrer l'être. Gentou osa lever les yeux vers l'enchanteresse. D'une beauté à couper le souffle, elle était enveloppée d'une grande cape et ses cheveux d'un roux flamboyant tombaient en une cascade sur ses épaules. Dans la main droite, elle arborait, tel un sceptre, un simple bâton tord. On aurait dit qu'elle attendait Gentou. Ayant écouté sa requête, elle accepta de lui apporter son aide. La joie et le soulagement du jeune homme furent de courte durée, car des loups sortirent de la forêt et les entourèrent en une ronde effrayante. Brusquement, la jeune femme se mit à leur parler d'une voix gutturale. Attentives au début, les bêtes sauvages se mirent soudain à bondir, disparaissant en un seul instant sur la lande déserte. Au creux du vallon, des hurlements enveloppèrent la chaumière du père Jean. Tout autour de la modeste demeure se leva un vent sec, froid et violent. Sous l'effet de la magie déployée, les énormes blocs de pierre s'arrachèrent du sol avant de choir sur le dos des bêtes accourues. Malgré leur poids, les loups les emportèrent au sommet du mont, toutes à l'exception d'une que la meute oublia. L'un après l'autre, les loups déposèrent leur fardeau là où se tenait toujours Gentou. Mais vîmes pour lui l'or de payer le prix de son extraordinaire marché. La sorcière exigea du jeune homme de rester à jamais auprès d'elle. Gentou, le cœur battant, finit par accepter, la priant en échange de visiter sa famille de temps en autre. Certains racontent que le garçon devenu gaillard était tombé amoureux et que l'enchanteresse lui rendait bien. Parfois on les voyait courir sous la lune, précédant les loups qui menaient la chasse. Tout en haut du mont se distinguent des rochers moussus et verdis par le temps qui passe. Quant au moulin, ah oui, il ne reste plus grand-chose. Et Gentou, me direz-vous? Nul ne sait. Peut-être que son âme hante toujours la lande devenue une épaisse forêt, une meute de grands loups gris à ses côtés. Dorénavant, après du bief d'un moulin, ne subsiste qu'une curieuse pierre solitaire, seul témoignage de notre étrange légende. Et on passe à la troisième et dernière pour aujourd'hui. Le cheval noir du duc de Choiseul. Connaissez-vous l'histoire qui prit naissance dans ce magnifique château de Pompadour? Vous savez, c'est ce domaine corrézien que Louis XV offrit à sa belle favorite qui porta dès lors le titre de marquise de Pompadour. Un siècle plus tard, 1865, en plein cœur de l'hiver, il fait un froid de gueux et la neige fouette les façades. Le vent hurle, gémit dans les longs couloirs et courbe les flammes dans les cheminées. Monsieur le directeur du haras s'est enfermé dans son bureau où règne une douce atmosphère chaleureuse et contemple la splendide bibliothèque ouvragée bâtie sur mesure, qui orne désormais le mur face à lui. Soudain, un bruit sec se fait entendre. Un bruit de sabots semble-t-il là, sous ses fenêtres, juste dehors. Mais qui donc fait galoper son cheval dans la cour par un temps pareil? Monsieur le directeur s'inquiète et regarde à l'extérieur, tentant de deviner une présence au milieu des bourrasques et des frimas. Rien. Il n'y a rien. Il pense avoir confondu le tumulte du vent avec les fers d'un cheval heurtant les pavés. À cette heure pourtant, une épaisse couche blanche recouvre déjà la terrasse du château de Pompadour. Monsieur le directeur revient s'asseoir dans son fauteuil avec le livre dont il a entamé la lecture. À peine est-il installé que les bruits de cavalcade reprennent de plus belle. Il se lève prestement, se rue vers la fenêtre et là, il aperçoit un magnifique étalon noir dont la silhouette parfaite se détache sur la blancheur immaculée de la neige qui tourbillonne. De stupeur, il se précipite vers les escaliers, les descend 4 à 4, oubliant qu'il est en chaussons et en robe de chambre. Dès qu'il ouvre la porte, le vent violent lui gifle le visage. Il plisse alors les yeux
pour éviter que la tourmente ne l'aveugle. Brusquement, les talons se cabrent devant lui, s'appuyant sur ses solides postérieurs. Son regard est de braise. Monsieur le directeur en tombe à la renverse. Quoi? Le cheval du duc de Choiseul est revenu pour hanter le château et le haras de Pompadour. Monsieur le directeur défaille et se réveille enfin. Il s'est endormi dans son bon fauteuil, son livre lui a échappé des mains. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Au petit matin, monsieur le directeur se lève, guéret et s'habille après avoir pris sa première collation. Ouvrant la porte du château, il demeure interdit. Dans l'épaisse couche de neige se distingue nettement l'empreinte des sabots d'un cheval. Un cheval qui vient de hanter sa nuit et décupler le trouble de ses rêves. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire également. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ces 3 petites histoires. Et je vous dis à samedi prochain pour un autre conte.